Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Focus Caraïbes. Aujourd'hui, un numéro spécial Cuba, un numéro spécial dégel cubano-américain, suite à la visite récente de Barack Obama, donc les 21 et 22 mars dernier à Cuba. Quelles sont les conséquences de ce voyage? Quelles en sont les retombées? Est-ce un vrai dégel diplomatique? Où en sont les négociations concernant l'embargo? Autant de questions auxquelles nous répondrons au cours de cette émission avec notre invité Éric Nabajol. Éric Nabajol, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes politiste, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors c'est-à-dire politiste, alors on dit politologue, politiste, c'est quoi la vraie définition de politiste? Bon, pour faire simple, généralement, les politologues, quand ils parlent de la science politique, ils parlent des sciences politiques. Donc, comme une espèce de science qui agrège des techniques venant d'autres sciences. Les politistes prétendent, je dis prétendent, à l'unité de la science politique. C'est-à-dire, on construit des objets particuliers, on construit une méthode particulière et on l'utilise pour traiter des sujets qui sont en dehors d'autres disciplines. Mais il n'empêche que dans les deux cas, on se sert aussi des autres disciplines pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Bon, très bien, puisqu'on parlera vraiment de sciences politiques aujourd'hui entre les relations des États-Unis avec Cuba et même Cuba avec les États-Unis, les positions de chacune des deux parties en présence. Vous êtes également un expert en géopolitique et en relations internationales, c'est bien cela? C'est bien ça. Avant de commencer et avant de rentrer plus profondément dans le sujet, nous allons regarder tout de suite un Zoom Caraïbes qui a été concocté par l'ICFC justement sur le dégel américano-cubain. Lorsque Cuba et les États-Unis se rapprochent. Pendant plus d'un demi-siècle, les États-Unis ont maintenu un embargo économique et politique sur Cuba. Cependant, le 17 décembre 2014, le président américain Barack Obama et son homologue cubain, Raúl Castro, annonçaient en même temps le rapprochement historique de leurs deux pays. Les deux ennemis d'hier avancent à petits pas vers une lente normalisation de leurs relations. Les États-Unis n'ont pas encore levé l'embargo commercial et financier contre Cuba, mis en place en 1962 par John Fitzgerald Kennedy, en réaction au régime castriste et aux nationalisations des compagnies américaines. L'embargo interdit aux Américains d'investir et de faire du tourisme à Cuba. Les entreprises rattachées aux États-Unis qui font des affaires avec l'île caribéenne encourent de fortes amendes. Si l'objectif était d'affaiblir le régime cubain, l'isolement n'a pas fonctionné, selon Barack Obama. Le président américain et Raúl Castro se sont prononcés sans succès pour la levée de cet embargo à de multiples reprises durant l'année 2015. Le Congrès américain est le seul à pouvoir prendre cette décision. Or, les républicains, qui en forment la majorité, y sont fortement opposés et ce, malgré les pressions politiques et médiatiques internationales. Outre l'embargo, d'autres points cruciaux restent à négocier. Le démantèlement de la base militaire et du centre de détention américain situé à Guantanamo. La question des compensations réclamées de part et d'autre, côté cubain pour les effets désastreux de l'embargo, côté américain pour les nationalisations des compagnies américaines. L'épineuse question du respect des droits de l'homme à Cuba, nombre de dissidents exilés aux États-Unis faisant pression en ce sens. Le rapprochement entre Cuba et les États-Unis s'est soldé par le rétablissement des relations diplomatiques dont le dernier point culminant a été la visite officielle, historique, de Barack Obama à Cuba du 20 au 22 mars. Cela faisait 88 ans qu'un président des États-Unis encore en exercice ne s'était pas rendu dans l'île. Auparavant, deux rencontres historiques avaient eu lieu entre les chefs d'État américains et cubains. La première, le 11 avril 2015, en marge du sommet des Amériques au Panama. La seconde, le 29 septembre 2015, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Deux accords phares ont aussi été annoncés fin décembre 2015, la reprise des liaisons postales directes entre les deux pays et celle des vols aériens commerciaux réguliers, jusque-là suspendus. Le dégel des relations américano-cubaines a aussi entraîné la signature d'un accord sur la conservation et la gestion de zones maritimes protégées entre les deux pays, le développement de nouvelles collaborations en matière de recherche scientifique, notamment pour la médecine, Cuba étant réputé pour sa science médicale, la mise en place de liaisons par ferries entre la Floride et Cuba, la programmation de
de l'île comme escale pour les bateaux de croisière américains, l'arrivée en masse de touristes venus des États-Unis, d'où une fréquentation en hausse de 17% en 2015. 77% des 3,5 millions des touristes passés dans l'île étaient américains. Les États-Unis ont également proposé de tendre un câble sous-marin entre la Floride et Cuba pour améliorer l'accès à Internet de l'île, encore difficile et cher pour la majorité des habitants. Les négociations entre les deux pays se poursuivent, avec pour viser le dégel total et optimal de leurs relations. Voilà donc le Zoom Caraïbes de l'ICFC, l'Institut de coopération franco-caribéen. Un long processus de dégel, Éric Navajot, et qui dit dégel ne dit pas levée de l'embargo, c'est bien cela? Ah non, pas du tout. Disons que nous sommes dans une situation où chacun avance ses pions en espérant tirer le maximum d'une amélioration des relations, mais chaque partenaire a des contraintes internes qui sont fortes. Les Cubains aussi ont envie de ce dégel? On les sent plutôt réticents ou aller à petits pas quand même, non? Mais ça dépend. Les Cubains sont en difficulté aujourd'hui. L'économie cubaine est vraiment en difficulté. Donc tout ce qui peut améliorer la situation générale est vu de manière assez favorable. Simplement, il y a un système dans lequel on a construit l'économie autour de la question de l'embargo. Le discours officiel consiste à dire que toutes les difficultés que connaît Cuba à l'heure actuelle sont liées au fait que ce pays est sous embargo depuis des années. Et il est vrai que quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, on s'aperçoit qu'effectivement, ils l'ont payé cher. Sauf que, dans le même temps, les Cubains ne disent pas que depuis des cyclones importants qui se sont passés, sous couvert d'aide humanitaire et d'aide en matière de nourriture, il y a des relations économiques qui se sont déjà instaurées avec les États-Unis. Donc il y a là une espèce de Personne discours. ne veut perdre la face. Personne ne veut perdre la face. Parce qu'on a construit une politique sur la question de l'embargo. Et pourquoi Cuba n'aurait pas noué d'autres relations, notamment avec... alors c'est sûr qu'il y a eu l'effondrement du bloc russe, et pourquoi pas avec la Chine en fait? Ou plus fortement que le Venezuela. Bon, aujourd'hui le Venezuela est en difficulté, mais pourquoi pas avec la Chine? Le problème de Cuba, c'est que dès le départ, le programme politique et économique qui avait été annoncé dans la Sierra Maestra, le programme de Fidel Castro, il n'a jamais été mis en œuvre. Et pourquoi? Parce que, à son arrivée au pouvoir, alors qu'on parlait de la diversification de l'économie cubaine, les Cubains se sont trouvés confrontés au fait qu'ils ne pouvaient plus envoyer leur sucre aux États-Unis, et ils ont réorienté toute leur économie autour de l'industrie sucrière pour en faire un élément du troc dans les relations avec l'URSS. Donc ils se sont construits sur une monoculture du sucre, abandonnant tout le reste en espérant tirer des avantages dans les échanges avec l'URSS. Donc à partir de là, l'URSS devenait l'allié privilégié. Donc, il y a un discours révolutionnaire de plus en plus, je dirais, fort. En même temps qu'il y a une dépendance de plus en plus lourde vis-à-vis de l'URSS. Et c'est cette dépendance vis-à-vis de l'URSS qui font que les Cubains ne vont pas s'allier avec la Chine, parce que dans le même temps, la Chine a un conflit très lourd avec l'URSS. Donc ça les met tout à fait en porte-à-faux. Ils veulent jouer leur carte. Ils construisent une alternative révolutionnaire qui vont les mettre en porte-à-faux avec l'URSS, mais en même temps, ils ne peuvent pas aller s'allier directement avec la Chine. Donc c'est cette image révolutionnaire, notamment portée par le Che, qui est d'ailleurs une icône commerciale de Che Guevara, qui les empêcherait de commercer avec la Chine. Commerce avec la Chine malgré tout. Ils commercent avec la Chine malgré tout. Par exemple, quand on va à la Vieja Habana, on s'aperçoit qu'une grande partie du programme de reconstruction de la Vieja Habana et une grande partie des nouveaux hôtels que l'on met dans la zone sont construits par les Chinois. Oui, et qui investissent d'ailleurs dans toute la région caribéenne. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que
quand l'URSS est tombée, et quand il y a eu la révolution chaviste, en fait, c'est le Venezuela qui a joué la carte, qui a remplacé l'URSS dans l'affaire, comme partenaire. Ça a permis effectivement aux Vénézuéliens de souffler dans la mesure où les Cubains envoyaient des médecins et compagnie, des programmes extrêmement intéressants. Et qu'en retour, le Venezuela envoyait du pétrole, mais c'est une autre dépendance qui se crée. Et quand le Venezuela est en difficulté, ce qui est le cas, parce que finalement, Chavez, on le glorifie pour ce qu'il a fait, mais il a utilisé le pétrole comme une rente. C'est-à-dire qu'il veut se servir de l'argent du pétrole pour organiser une politique sociale, une politique de redistribution, mais il ne se garantit pas la performance de l'outil pétrolier. Donc il a un outil qui est complètement désuet à l'heure actuelle, donc il n'a pas les moyens de tirer l'essentiel de ces outils-là. Il faut savoir que le budget du pétrole du Venezuela n'était pas dans le budget de l'État, il était géré directement par Chavez. Donc cette difficulté-là fait qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont passés par Petro-Caribé sont aujourd'hui également en difficulté. Oui. En tout cas, Cuba était un gros enjeu international, notamment par les Américains. On l'a vu lors de la dernière et tout à fait récente visite de Barack Obama à Cuba. C'était les 21 et 22 mars dernier. On regarde. Barack Obama et Raúl Castro ont fait une apparition conjointe devant la presse qui a débuté par des plaisanteries mais agrémentées de moments de tension. Les présidents américains et cubains ont tous les deux avoué avoir de sérieuses divergences, notamment sur le modèle de gouvernance et les droits humains. Pour Barack Obama, si Cuba n'avance pas sur ces questions, il continuera d'y avoir de persistantes irritations entre les deux pays. Interpellé par un journaliste américain sur les prisonniers politiques, Raúl Castro a vivement réagi, le mettant au défi de lui fournir une liste pour qu'il puisse se libérer immédiatement. Le chef d'État cubain a défendu le bilan de son pays en matière de droits tels que l'accès aux soins, l'accès à l'éducation et l'égalité entre les hommes et les femmes. Cuba critique ouvertement et régulièrement le racisme et les violences policières aux États-Unis, ainsi que le recours à la torture sur la base américaine de Guantanamo implantée en territoire cubain. La conférence de presse a immédiatement pris fin après cet échange pour le moins tendu. Une certaine gêne est encore apparue à la fin de la rencontre avec les journalistes lorsque Raúl Castro a levé le bras de Barack Obama comme pour signifier un geste de victoire. Le président américain a résisté et a laissé sa main ballante plutôt que de serrer le poing. Alors voilà, une main molle plutôt que le poing levé comme les Black Power, ça vous inspire quoi, Éric Nabajot? Mais ça me semble tout à fait normal dans les circonstances de l'époque. Il faut qu'on sache que quand on coopère ou quand on tente de coopérer avec quelqu'un, chacun a des intérêts. Et il faut trouver l'interface qui permette d'être dans une relation gagnant-gagnant. On a l'impression que là, ils ne l'ont pas trouvé. Hein. Mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Ils la cherchent. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Puisqu'au fond, Cuba veut bouger, mais en même temps, Cuba dit deux choses. J'ai un système social qu'il faut préserver. J'ai un système éducatif qu'il faut préserver. Et j'ai un système politique qui est le mien. Je n'accepte pas d'ingérence dans mon système politique. Mais qu'est-ce que Cuba voudrait alors des États-Unis? Eh bien, Cuba voudrait que les États-Unis participent au développement de la coopération économique en fermant les yeux sur les questions du système, des libertés, des droits de l'homme. Oui, mais en même temps, on a entendu Raúl Castro qui disait « Oui, mais vous, de votre côté, avec les violences policières et la façon dont vous traitez les Noirs aussi aux États-Unis, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. » Mais non, mais personne n'a de leçons à recevoir de personne. Mais de la même manière, Obama répondra « Ça, c'est une affaire intérieure aux États-Unis. J'entends régler mes affaires intérieures comme je l'entends. » Et les droits de l'homme, c'est pas une affaire intérieure à Cuba? Oui et non. C'est une affaire intérieure, certes, mais en même temps, comme ça conduit à des politiques, je dirais, de migration
Et comme il s'est constitué aux États-Unis une communauté cubaine suffisamment forte pour influer sur les résultats des élections, eh bien, à un moment donné, ça devient un enjeu de politique intérieure aux États-Unis. Il faut qu'on n'oublie jamais que la relation, à mon avis, entre Cuba et les États-Unis, c'est une espèce de relation de fraternité. Vous entendez les Cubains souvent dire, quand vous circulez dans la rue, le dollar, c'est une monnaie cubaine utilisée par les Américains. Ah bon. C'est assez curieux, ça. Oui, plutôt, oui. On va aussi écouter tout de suite la réponse qui a été donnée par Fidel Castro, que Barack Obama n'a pas rencontré d'ailleurs lors de son voyage, mais il a fait une réponse écrite à Barack Obama lors de sa dernière intervention. L'ex-chef de l'État cubain Fidel Castro a pris la plume pour répondre à ce qu'il appelle les paroles sirupeuses du président américain Barack Obama, qui avait appelé à des changements dans le pays communiste lors de sa visite historique la semaine dernière à La Havane. Dans cette longue lettre portant le titre « Le frère Obama », l'ex-président cubain retiré du pouvoir depuis 2006 ironise sur le discours prononcé par Barack Obama le 22 mars dernier. Fidel Castro écrit que personne ne doit se faire d'illusions sur le fait que le peuple cubain renoncera à la gloire et au droit, à la richesse spirituelle acquise par le développement de l'éducation, la science et la culture. Bref, une façon d'annoncer que les changements désirés par le président américain ne seront pas pour demain. Fidel Castro précise que Cuba n'a pas besoin que l'Empire lui fasse cadeau de quoi que ce soit. Plusieurs médias d'État s'en étaient d'ailleurs pris à Barack Obama, soutenant que ses qualités d'orateur ne devaient pas faire oublier les nombreuses différences de vues entre les deux pays. L'ex-leader cubain Fidel Castro n'est plus apparu en public depuis juillet 2015, mais les médias officiels publient régulièrement des photos de lui recevant à son domicile personnalités et chefs d'État amis. Alors voilà, Barack Obama n'aura pas eu la chance de poser à côté de Fidel Castro en survêtement Adidas, c'est bien ça ? Oui. Les frères Obama, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le grand frère Obama, on a cette relation à la fois de fraternité avec les États-Unis et en même temps, attention, moi je suis cubain, je ne suis pas américain. Je ne suis pas américain. Alors comment on gère cette dichotomie ? C'est compliqué. Un peu, oui. C'est compliqué, c'est difficile. Surtout quand on a de notre côté des Cubains qui sont exilés, qui parlent en permanence de Cuba. Et qu'est-ce qu'ils veulent d'ailleurs, ces Cubains Il exilés y a aux deux États-Unis ? générations. La première génération, celle qui est partie en perdant, je dirais, ses entreprises, en perdant ses maisons et compagnie, cette génération-là se battait pour retrouver ça. Et c'est elle qui a poussé les États-Unis à voter la loi Helms-Burton, qui demandait de cesser les relations, que les compagnies cessent les relations avec Cuba, tant qu'on n'a pas réglé cette question-là. Ça, c'est la première génération. Et elle a longtemps influé sur la vie politique américaine. Donc en fait, ils se joignent aux Américains qui ont perdu leurs entreprises, qui ont été nationalisées. Voilà. C'est une forme de compensation qu'ils demandent également. Absolument. Maintenant, il y a une deuxième génération qui arrive, qui a grandi aux États-Unis, qui sont nés aux États-Unis, et qui ne sont pas dans cette perspective historique. Et qui perçoivent plus facilement la nécessité de renouer des relations avec Cuba, ne serait-ce que pour pouvoir y aller plus facilement, porter de l'argent pour la famille et autres. Et il y a une troisième catégorie de gens qui poussent à la roue pour l'amélioration des relations. Ce sont des gens du secteur économique et en particulier de la Chambre de commerce de Miami, qui se disent Cuba, c'est un pays où les gens sont instruits, éduqués, ils connaissent. C'est un pays où le jour où il va évoluer, on n'a aucun effort à faire pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Il y en a plus que de besoin. Alors, dans cette lettre, quand même, on a l'impression que Fidel Castro a peur que cette ouverture provoque la perte de l'identité cubaine, en fait. Mais c'est ça son problème. Son problème, c'est qu'il se dit, si on entre dans ce processus d'échange économique, de libéralisation et de système qui se développe, il y aura de plus en plus d'entrepreneurs privés qui vont se créer, même si Raúl Castro a déjà commencé à favoriser le développement de l'entrepreneuriat privé. Mais que si ça se passe,
c'est le régime lui-même qui est en danger. N'oublions pas que quand Fidel Castro a pris le pouvoir, l'idée, c'était d'arriver à un régime communiste dans lequel il n'y aurait pas de monnaie en circulation. Il n'y aurait pas de monnaie? Non. C'est bien pour cette raison-là qu'ils avaient nommé... C'est que du troc, alors, que de l'échange. C'est bien pour cette raison-là qu'ils avaient nommé Che Guevara ministre de l'économie. On se demande qu'est-ce qu'ils connaissaient à l'économie. Oui. Parce qu'ils étaient dans ce projet-là. Donc, le chemin à parcourir est un chemin qui est important et qui est difficile. Et Fidel Castro sent bien que s'il y a un processus de libéralisation, il y a pas mal de choses qui risquent d'échapper et c'est le système tout entier qui sera en difficulté. Donc il se bat, avec d'autres, il n'est pas seul, hein. Il se bat pour que l'on conserve ce système-là. Mais c'est toujours pareil. Pourquoi je dis qu'il n'est pas seul? Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là. Mais ils préfèrent le sortir du formol pour dire voilà. Oui, voilà. Mais est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont âgés, qui restent toujours dans cette révolution cubana? Mais la réalité est tout autre aujourd'hui. On est en 2016, voilà, il y a des téléphones portables, il y a Internet, et peut-être que la jeunesse cubaine aussi qui vit à Cuba a envie de ça aussi. Mais oui, mais il y a un piège. Le piège, il est justement là. Quand dans le reportage précédent, on nous dit on va mettre un câble pour améliorer la liaison Internet, ça veut dire quoi ça? C'est bien. Mais en même temps, ça veut dire que n'importe quel individu sera libre de, s'il a accès à une connexion, d'être en relation avec le monde. Et on ne pourra plus lui vendre le discours qu'on lui vend aujourd'hui. Et d'être surtout en relation avec le monde américain. Mais oui. Et Google et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça, c'est une difficulté majeure. Le monde entier aujourd'hui fonctionne un peu comme ça. On est assis chez soi, on a des milliers d'amis. Peut-être qu'on ne fréquente pas la personne qui est à côté de soi, hein, mais en même temps, on est dans le monde entier. Et on est à l'affût de la moindre nouvelle, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, on l'a et on la distribue. Mais Internet, c'est ça, hein? On a l'impression quand même que de façon réelle, les Cubains recherchent quand même à accéder à un minimum de confort, un minimum de travail, certainement l'appât aussi du dollar. Ils sont très nombreux encore aujourd'hui à immigrer vers les États-Unis. On regarde ce reportage. Plus d'un millier de migrants, majorité cubains, sont entrés mercredi de force au Costa Rica depuis le Panama où ils étaient bloqués dans leur tentative pour rejoindre les États-Unis. Le gouvernement a rappelé que pendant 4 mois, entre novembre 2015 et mars 2016, le Costa Rica avait hébergé près de 8000 Cubains et leur avait apporté une assistance humanitaire après la décision du Nicaragua de leur fermer sa frontière. Ces migrants cubains tentaient de rejoindre les États-Unis au terme d'un périple de plusieurs semaines entamé en Équateur et motivé par la crainte que le réchauffement diplomatique entre Washington et La Havane ne mette fin à leur facilité de visa aux États-Unis. Actuellement, les Cubains arrivant par voie terrestre aux États-Unis sont autorisés à y entrer après vérification de leurs papiers d'identité. Ils ont ensuite 1 an pour demander l'asile. Les autorités migratoires d'Amérique centrale, de Colombie, d'Équateur, du Mexique et des États-Unis doivent se réunir au Costa Rica pour chercher des solutions à cette crise profonde qui touche l'ensemble de l'Amérique centrale. 1000 migrants qui forcent la frontière au Nicaragua, une forte immigration vers les États-Unis. C'est ça la réalité cubaine aujourd'hui, c'est fuir le pays? C'est aussi un des éléments de la réalité. Quelque part, les gens là, ils votent avec leurs pieds. Hein. Quand on a eu ce processus de départ dans les années 75-80 par le port de Mariel, quel était le discours? Le dire, bon, tous les gars qui partent, c'est des goussanos. Donc c'est des déchets, donc il faut les laisser partir aux États-Unis. Est-ce que 40 ans après, on peut continuer à dire ça? S'il y a des gens qui partent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une vraie misère. Il y a une vraie misère. Et dans un monde où les gens voient une autre réalité, dans un monde où ces gens-là, s'ils cherchent à aller aux États-Unis, c'est qu'il y a déjà des réseaux aux États-Unis. Ils savent qu'ils vont retrouver sur place des gens qui pourront les accueillir et ils vont arriver à construire quelque chose.
Donc, ce Mais mouvement-là... alors pourquoi ils continuent de fuir alors qu'on est en plein dégel, peut-être bientôt la levée de l'embargo, donc des relations facilitées avec les autres pays, donc pourquoi ne pas rester et attendre? Le manque de confiance. Le manque de confiance. Je me rappelle étrangement ce qui s'était passé lorsque Duvalier avait abandonné Haïti. Moi, je fréquentais pas mal d'Haïtiens en Guadeloupe. Rares sont ceux qui sont repartis. Ils ont marqué une espèce de distance pour voir comment les choses évoluaient avant de partir. Là, on est à peu près dans la même situation. On parle de levée de l'embargo. Mais c'est le Congrès qui décide. Oui. Le Congrès est tenu par les Républicains. On est à la veille d'élections présidentielles où l'enjeu est de savoir qui va contrôler les migrants latino-américains, qui vous constituent globalement presque la majorité de la population à l'heure actuelle. On a des doutes sur, effectivement, la signature d'un tel accord. Barack Obama, lui, il fait tout ce qui est dans son domaine d'activité, sauf qu'il n'a pas le pouvoir de signer les traités. Voilà, et le Congrès est très largement dominé par les Républicains, qui s'opposent très formellement et très fortement à toute ouverture avec Cuba. Il y a beaucoup de démocrates qui sont contre, parce que dans leur circonscription, ils sont tenus par des Cubains. Les lobbies aussi. Oui. Et il faut savoir sur cette question-là qu'il y a une différence entre la dissidence cubaine de l'intérieur et la dissidence cubaine qui est aux États-Unis. La dissidence cubaine qui est à l'intérieur, comme elle se bat sur le terrain, toute avancée l'intéresse. Donc, elle n'est pas dans le discours de maintien de l'embargo. Contrairement à une bonne partie de la dissidence cubaine qui est aux États-Unis. Donc, tous ces éléments-là font que c'est une partie dans laquelle chaque adversaire avance ses billes, tout en ayant le soin de ne pas perdre la face au plan intérieur. C'est une difficulté majeure. Donc ça veut dire que c'est pas pour demain, alors? Je ne suis pas sûr que ça soit pour demain. Et d'autant moins si Donald Trump passe à la prochaine présidentielle américaine, il va resserrer les boulons aussi sur ce processus d'ouverture qui a été mis en place par Barack Obama? Bon, il y a deux choses, à mon avis. Oui, on peut supposer que, bon, il connaît pas grand-chose à la vie politique. Mais on n'a pas besoin d'être intelligent, ni connaisseur pour être président ni de la République, ni des États-Unis. Bon, oh, c'est pas gentil, ah non, mais moi, quand je regarde la vie politique, même mondiale, le niveau intellectuel des dirigeants est de plus en plus moyen. Sauf que souvent, ils sont accompagnés de conseillers. Et que ce sont les conseillers qui construisent un certain nombre de choses. Alors pourquoi je dis ça? Vous savez que Trump, il va dire un certain nombre de choses, mais à un moment donné, nécessité fait loi. S'il y a des conseillers qui avancent un certain nombre d'éléments, il va bouger. Alors justement, ça bouge énormément puisque Chanel, l'une des plus grandes marques de luxe au monde, a organisé son défilé. Alors c'est un défilé historique puisque c'est le premier défilé qui a eu lieu dans un pays d'Amérique latine. On regarde. Depuis plusieurs jours, Karl Lagerfeld et ses mannequins prennent la pose dans les ruelles de la Havane. Ils préparent activement le défilé de mode historique qui se tiendra dans la capitale cubaine. Historique car c'est en effet la première fois que la marque française Chanel présente une collection en Amérique latine. Placées sous le signe du voyage, les collections croisières de Chanel s'inspirent de cultures et de lieux aussi différents que Miami, Venise, Singapour, Dubaï et Séoul. La richesse culturelle et l'ouverture de Cuba sur le monde en font donc une source d'inspiration pour Karl Lagerfeld et pour Chanel. Les collections croisières doivent relever un défi compliqué. Ces défilés, organisés en dehors des calendriers officiels de la Fashion Week, donnent à voir une collection de mi-saison. Une nouvelle destination, car elles ne s'appellent pas croisières pour rien. Leur nom vient de leur début pendant les années 20, où ces collections étaient destinées aux clientes qui passaient l'hiver sur les bateaux de croisière au soleil, en particulier les femmes américaines qui recherchaient des tenues plus légères. Aujourd'hui, ces collections sont bien plus qu'une petite collection entre l'hiver et l'été. Elles représentent un véritable enjeu commercial pour les marques et pour les destinations qui les reçoivent. Éric Nabajot, on est en plein bling-bling là. Ah mais bien sûr.
Mais bien sûr. Donc Fidel Castro, comment il se positionne par rapport à tout ça? On a l'impression qu'il ne tient plus les rênes de son pays. Ça y est, c'est fini? Mais je disais qu'on a sorti du formol pour qu'il fasse une déclaration. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le pays bouge, mais il faut une icône qui construise un discours pour rappeler en permanence une histoire, mais une histoire qui est mythique pour des gens qui sont nés bien après la Révolution. Donc ils n'ont pas eu à affronter les difficultés d'avant et qui ne voient que la réalité qu'ils vivent aujourd'hui. Alors c'est un banco ce que fait Chanel, parce que ça n'est pas forcément à direction des Cubains, mais l'idée c'est de se dire, mais quand les bateaux de touristes et de tourisme de riches vont passer par là, et c'est déjà le cas, Oui. on va vendre et on va trouver comme ça de nouveaux marchés. Il faut savoir une chose, c'est que Cuba est déjà, malgré tout, un des pays qui a le plus grand nombre de jours de tourisme de congrès. Oui. Je veux dire que je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais ça va entre 400 et 500 jours de tourisme de congrès par an. Oh, il y a 365 jours dans une année. Ça veut dire qu'il y a toujours un groupe qui vient organiser un congrès à Cuba et il y a une économie qui fonctionne comme ça. Donc ça veut dire que c'est déjà la mort du modèle cubain. Il n'a pas pu s'exporter ailleurs dans le monde, il est resté propre à Cuba. Et aujourd'hui déjà il s'effrite. Je pense qu'il s'effrite et son problème c'est d'arriver à ne pas s'ossifier. Il faut qu'il trouve le moyen de perdurer tout en donnant des signes de modernité. Cuba cherche, à mon avis, une stratégie à la chinoise, où voilà un système qui est contrôlé par le Parti communiste chinois, mais qui est un système qui est profondément capitaliste. Et ça, ils vont y arriver, selon vous? La nouvelle génération, après Castro, ce sera possible de trouver un modèle spécifique à Cuba? C'est possible, c'est possible. Je signale un exemple comme ça, on en a parlé tout à l'heure, un peu en aparté. Il y a des hôtels à Cuba qui sont tenus par la police. Oui. Et la police les fait fonctionner comme des hôtels. L'intérêt, c'est pas de surveiller les gens qui sont dedans, c'est de leur donner tous les atouts qu'un touriste réclame. Oui. Tirer des revenus, mais avec ces revenus-là, ils n'entrent pas forcément dans la poche des policiers, mais ils rentrent dans la poche du ministère de l'Intérieur qui finance le développement de la police grâce à ça. Dernière question, Éric Nabajot. Après Raúl Castro? La bataille est déjà engagée. La bataille est déjà engagée entre des piliers du régime, certains qui sont dans un discours assez traditionnel, d'autres qui sont dans un discours plus moderniste. Donc il y a une bataille au sein même de l'establishment cubain pour le prochain modèle. En même temps que dans le pays, il y a une bataille entre les dissidents de l'intérieur qui veulent plus de démocratie et l'ensemble de ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle. Donc c'est passionnant ce qui se passe à Cuba. Et la population est au milieu de cette affaire-là. Et elle compte les coups et en fonction des coups, elle agit. À suivre donc Éric Nabajot. Merci pour toutes ces précisions qui sont passionnantes. Je pense qu'on se reverra parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses à Cuba. C'est un plaisir d'examiner des situations de ce genre. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette émission sur le www.alizé.com, y compris le Zoom Caraïbes de l'ICFC. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Focus Caraïbes.